Take care of the one you love. Take care of the L'esprit, l'idée de cette table ronde suivante est de vous faire réagir à partir des éléments qui ont été développés, qu'il s'agisse de l'enquête sur la perception qu'ont les professionnels du bilan, mais aussi un certain nombre d'éléments que vous avez pu entendre et sur lesquels vous auriez envie de réagir. Vous êtes tous très différents en termes de point de vue et d'expérience. Donc, vos réflexions devraient être très complémentaires. C'est pourquoi ma première question est la même pour tous, sera la même pour tous, à savoir ce que vous pensez de ce premier bilan et notamment du ressenti qui a été exprimé par les professionnels, ou en tout cas, quel est le ou les points saillants sur lesquels vous voudriez insister, en nous disant effectivement ce qui vous interpelle et quel enseignement en tirer toujours pour se projeter. Je vais commencer par Brigitte Mével-Lenaire, directrice enfance-famille du département du Finistère. C'est vous qui représentez les chefs de file, alors c'est à vous. Quelle responsabilité vous me donnez là. Je vais surtout représenter à la fois un département, mais des directeurs enfance, de la façon dont moi je perçois les choses et dont j'ai pu en échanger avec d'autres, sans plus de prétention tout de même. Un point important, mais je vais passer très vite parce qu'on a déjà parlé, que j'ai trouvé intéressant dans cette étude, et pas surprenant en soi, effectivement, puisque c'est sans doute la mesure qui a été la plus rapidement mise en œuvre par les départements, ce qui concerne les CRIP et les informations préoccupantes. Et là, on a manifestement, majoritairement en tous les cas, une certaine satisfaction dans l'évolution positive, tant dans le repérage que dans le traitement de ces informations préoccupantes. Donc c'est un point tout à fait positif, mais qu'il faut quand même remarquer. Moi, je voudrais insister plus sur d'autres éléments qui m'ont frappé dans cette étude et qui concernent à la fois le projet et le parcours. Deux éléments importants de la loi de 2007, projet avec le projet pour l'enfant, parcours avec ces notions de continuité et de cohérence. Et on voit au travers des résultats de l'étude, me semble-t-il, un vrai décalage entre la théorie, ce que la loi a voulu faire et ce qu'on a tous plus ou moins théorisé, et puis la mise en pratique beaucoup plus complexe, et sans doute aussi un décalage entre le niveau de pilotage et la pratique de terrain, l'action de terrain. Sur le PPE, j'ai envie de souligner une certaine forme d'ambivalence qu'on a pu retrouver en tous les cas dans le département parmi les professionnels. À la fois un sentiment autour du PPE et de cette idée d'un projet à mettre en place pour l'enfant avec sa famille, etc., qui était très positif dans le sens que ça redonnait, c'est les termes qui ont pu être employés, ça redonnait du sens à l'action éducative et socio-éducative. Et en même temps, on voit bien comment, même si bien sûr il y a beaucoup d'évolutions qui ont pu se faire, combien ça bouleverse les pratiques professionnelles et combien c'est difficile à mettre en œuvre. Et cette notion de projet, elle reste encore sérieusement à faire avancer. Ce qui nécessite, mais on en reparlera sans doute après, à la fois un portage fort de la formation, mais peut-être aussi des organisations qui permettent mieux de mettre ça en place. J'y reviendrai tout à l'heure. Le deuxième point, c'est effectivement la notion de parcours qui n'apparaît pas énormément au travers des questions posées ou des réponses données, mais qui me paraît un autre élément tout à fait important, parce que c'était vraiment porté par la loi de 2007, c'est repris dans la loi de 2016, faire un parcours cohérent, continu, qui ait du sens. Et en même temps, on voit bien qu'on a énormément de mal à faire progresser cet aspect-là. On a des pratiques qui me semblent toujours très cloisonnantes, finalement, à notre corps défendant.
un point qui, moi, m'a toujours frappé autour de, justement du PPE et de la notion de parcours, c'est le raisonnement très fort en mesure. On n'est pas dans du parcours, on est dans des mesures qui décrivent des interventions, mais des interventions qui elles-mêmes sont dépendantes et interdépendantes les unes des autres, mais pour autant très cloisonnées. Ça ne facilite pas un parcours lisse et continu, me semble-t-il. Là, j'avoue que je vais faire un petit coup de patte par rapport au législateur qui, dans le PPE, a conditionné le PPE aux mesures. Ce qui, moi, m'a toujours paru, enfin je dis moi, mais on en a aussi beaucoup échangé au niveau de notre département et avec d'autres, ça m'a toujours paru être un peu une hérésie. Comment est-ce qu'on peut mettre une mesure avant un objectif, une action avant un projet? C'est ce qui a fait d'ailleurs que dans le département, on n'a pas mis les choses dans cet ordre-là, mais on n'est pas tout à fait dans les clous. Mais c'est un point, je pense, qui mériterait sérieusement réflexion. Une autre forme de cloisonnement à laquelle on est, je crois, confronté, l'étude parle effectivement de cette diversification de l'offre qui se fait de plus en plus. On a beaucoup innové, c'est un collectif, hein, bien évidemment, imaginer différentes modalités de prise en charge. Et finalement, là encore, on se rend compte à l'usage, hein, et ça mériterait effectivement une évaluation. Il en a déjà été question tout à l'heure, je crois que c'est Gilles Séraphin qui en parlait. Tous nos modes de prise en charge, ils restent très cloisonnés et on a encore beaucoup de mal aujourd'hui à faire du transversal, à faire du passage de l'un à l'autre et des allers-retours. Voilà, pour faire un parcours cohérent et continu, c'est compliqué quand même. La participation des familles, autre point sur lequel je voulais insister, on voit bien là encore toute une ambivalence dans l'étude, enfin dans les réponses plutôt à cette étude, puisqu'à la fois les parents sont plus écoutés, c'est ce qui a été répondu, ils participent plus au projet, et en même temps, l'autre réponse, c'est que ça n'a pas modifié les relations de travail entre le professionnel et la famille. Ça me paraît un petit peu contradictoire. Je pense qu'il y a là quelque chose à analyser plus en profondeur. Je ne suis pas sûre que, même si effectivement je crois que les parents sont plus écoutés aujourd'hui, leur avis n'est pas forcément toujours pris en compte et on a là une marge de progrès sûrement importante. Peut-être le dernier point sur lequel je vais insister, c'est la coordination. On voit bien dans l'étude combien elle est importante, vous en parliez tout de suite. Alors, la coordination à l'interne des services départementaux, elle n'est pas interrogée. Je pense que quelquefois, on a des progrès à faire. La coordination avec les associations habilitées qui mettent en œuvre toutes ces mesures n'est pas non plus interrogée. J'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que c'est un point qui me paraît absolument fondamental en protection de l'enfance pour pouvoir avancer et évoluer. J'en parlerai tout à l'heure. Par contre, ce qui est très nettement pointé, et c'est je crois, une vraie réalité, c'est la difficulté de coordination aujourd'hui avec les services de l'État au sens très large, hein, de l'éducation nationale, à la justice, voire aux préfectures pour ce qui concerne les mineurs non accompagnés. On est aujourd'hui, et j'oubliais, le domaine de la santé, qui n'est quand même pas l'un des moindres et avec lesquels il n'est pas toujours simple de travailler. On a là un challenge formidable à relever pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre en œuvre des coordinations qui ne soient plus, comme trop souvent aujourd'hui, très personnes dépendantes. Tout va bien quand tout le monde est de bonne volonté. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, disait l'autre. Voilà, ça peut mettre à mal beaucoup de choses. Donc voilà, quelques réflexions sur cette étude et les résultats qui en ressortent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Eval-Lenaire, de votre simplicité, de votre humilité. Et je trouve que là, on est vraiment dans la vérité. C'est très agréable. Je me tourne vers vous, Monsieur Durand. Vous êtes magistrat, vice-président du tribunal de grande instance de Bobigny. Vous avez été, je crois, JAF également. Vous avez exercé des fonctions de JAF. Donc, vous êtes
vous avez un regard assez large. Quel est votre point de vue, vous aussi, sur ce bilan? Comment le voyez-vous? Déjà, je voudrais dire que mon expérience juridictionnelle n'est pas assez longue, assez ancienne pour pouvoir faire un bilan de changement aussi profond dans un dispositif aussi complexe. Mais néanmoins, ça me pose quelques questions. Je me suis dit en écoutant nos prédécesseurs à cette table et puis en regardant l'étude que vous avez réalisée que peut-être il y avait des points saillants. C'est une question que je me pose. Des points saillants qui sont les mêmes depuis toujours. Est-ce qu'on ne peut pas dire que ces questions d'arbitrage entre les territoires professionnels des uns et des autres n'est pas la grande question que se posent les acteurs de la protection de l'enfance depuis, disons, Saint-Vincent-de-Paul peut-être. Encore que c'est à voir, mais moi, jeune juge des enfants, c'est déjà les constats et les questions qui étaient posées. L'autre chose qui m'a paru très importante, et c'est Gilles Séraphin qui a commencé par le souligner, et vous en avez parlé à l'instant, c'est la question des informations préoccupantes. Et à mon tour, je voudrais dire que cela me paraît un coup de génie de la loi du 5 mars 2007 et qu'il faut rendre hommage à celles et ceux qui ont préparé cette loi et aux législateurs, parce que je crois que l'information préoccupante, elle conduit à, osons le mot, déculpabiliser les professionnels à qui on donnait la responsabilité du signalement. Et elle nous permet d'être plus sensibles aux signaux faibles de la souffrance des enfants et de la violence qui leur est faite dans le cadre familial. Et nous savons bien que nos échecs les plus cruels, ce sont ceux qui concernent des enfants qui ont subi des sévices sous nos yeux, alors que la maîtresse d'école, le médecin, le juge, régulièrement les voyaient dans leur bureau. Et je crois que l'information préoccupante nous aide à mieux voir ce que vivent les enfants en nous demandant de chercher des signaux faibles, sans certitude. Et c'est très important. Évidemment, c'est lié ensuite à la question du référentiel. Gilles Séraphin en a parlé aussi, et je pense que notamment Marie-Paul Martin-Blachet, qui a dirigé cette étude sur les besoins fondamentaux, peut-être en parlera aussi. C'est très important de nous professionnaliser encore dans ce que nous avons à dire sur les familles et à avoir un cadre un petit peu moins subjectif de ce que nous avons à rechercher quand nous entrons dans les maisons des autres. Et ça m'amène à un autre point saillant de cette enquête qui était la question de l'intérêt de l'enfant. Oui, bien sûr que l'intérêt de l'enfant, ça fait 40% et même plus, et peut-être même 50 ou 60, à condition de savoir ce que nous appelons l'intérêt de l'enfant. Parce que si l'intérêt de l'enfant, c'est ce que j'appelle moi la décision qui me paraît personnellement la meilleure pour lui, alors ce sera toujours 100% l'intérêt de l'enfant. Mais si l'intérêt de l'enfant, c'est quelque chose qui est un peu plus objectif, un petit peu plus relié à ses besoins fondamentaux, tels que par un consensus nous pouvons les déterminer aujourd'hui, alors je pense que nous serons plus en capacité de les nommer et de le mettre en valeur et de le protéger. Et puis, le dernier point qui me paraît saillant, évidemment, dans cette recherche, c'est notre désespoir. Notre état, voilà quelque chose qui est très consensuel parmi nous aujourd'hui, c'est notre état dépressif. Notre peur de l'avenir du monde, en tout cas pour les enfants, mais c'est peut-être notre avenir personnel qui nous fait peur. Et du coup, nous le transposons sur l'avenir de nos enfants. Parce que ce n'est pas seulement parce que l'enfant est vulnérable que nous voulons le protéger, c'est parce que en l'éduquant, comme dit Hannah Arendt, nous sommes comptables de la continuité du monde. Et je crois que nous sommes désespérés parce que c'est la continuité de notre monde qui nous semble faire défaut. Mais nous sommes compétents et nous sommes courageux. Et nous avons tous les jours l'impression de vider le navire qui coule avec un simple gobelet. Eh bien, c'est pour ça que le navire n'a pas encore coulé. C'est parce que nous n'avons jamais cessé d'écoper. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Durand. Alors, je me tourne maintenant vers Adeline Goutte-Noir, professeure à l'Université de Bordeaux 4, directrice de l'Institut des mineurs et présidente de l'ODPE de Gironde. Au fond, vous êtes à la croisée des chemins, département, justice. Je ne suis pas sûre que vous partagiez totalement l'avis de Monsieur Durand sur les IP. vous nous direz, quels sont les points saillants pour vous de cette enquête? Si, justement, sur les IP, c'est un point sur lequel nous sommes d'accord. Il n'y en a pas beaucoup, mais au moins celui-là, on est d'accord. Je crois qu'effectivement, les informations préoccupantes, ça a été la grande évolution et la grande progression de ces 10 dernières années. Parce qu'il n'y a pas que les informations préoccupantes, il y a tout ce qu'on a mis derrière, les CRIP, même les ODPE. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont reliées en réalité aux informations préoccupantes. Alors, je crois qu'il faut relever ce progrès incontournable de l'augmentation du repérage, qui est sans doute aussi la manifestation d'un progrès sensible et très important, qui est que désormais la protection de l'enfance est l'affaire de tous. C'était le slogan de l'ODPE de la Gironde quand on a commencé. C'est l'idée que la protection de l'enfance sort de l'angle mort, comme disait Madame Rossignol. C'est l'idée que la protection de l'enfance, ce n'est pas que l'affaire des professionnels que vous êtes, qui sont évidemment essentiels, mais qui ont besoin du monde extérieur pour pouvoir repérer les enfants en difficulté et notamment effectivement les signaux faibles. Alors, c'est pas un hasard si, du coup, on peut constater en réalité que le système a fonctionné. Il y a beaucoup plus d'enfants repérés, beaucoup plus d'informations préoccupantes. Dans mon département, en 10 ans, on a quasiment doublé les informations préoccupantes et je crois que c'est pour tout le monde pareil. Donc, le repérage s'est amélioré. Le problème, c'est que c'est dans la suite du processus que ça coince, si je puis me permettre cette expression, au niveau de la prise en charge, parce qu'on n'a pas mis les mêmes moyens, parce que la prise en charge, évidemment, va demander des moyens beaucoup plus importants que le repérage, parce que le repérage, il n'est pas forcément fait par les acteurs de la protection de l'enfance, et c'est assez logique qu'à ce niveau-là, il y ait encore des efforts à faire. Alors, je voudrais dire un mot, notamment en ma qualité de juriste et d'universitaire, sur le rapport entre la loi et les pratiques, et plus exactement sur l'effectivité des lois, parce que je crois que c'est sans doute sur ce point-là qu'il va falloir avancer, qu'il va falloir réfléchir. Il y a des mesures qui ne sont pas appliquées. Je crois qu'il y a même des mesures des objectifs qui ne seront jamais atteints. Il faut peut-être s'interroger, est-ce que ce sont vraiment des objectifs valables? Alors, je ne vais pas reparler du PPE, mais je pense que peut-être il faudrait qu'on arrête de trop s'inquiéter pour le PPE, parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de PPE formel que pour autant il n'y a pas de PPE dans la substance, dans le travail des travailleurs sociaux. Il y a un autre point sur lequel nous avançons pas, c'est la déjudiciarisation, mais là encore, je crois que ce n'est pas très grave. Parce que moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur du juge. Je pense qu'au contraire, l'intervention du juge en protection de l'enfance est une étape essentielle, parfois une amélioration de la situation de l'enfant. Je crois que ce n'est pas grave si les mesures judiciaires ne diminuent pas. D'ailleurs, la loi de 2016 a augmenté la compétence du juge des enfants parce qu'on s'est aperçu qu'en cas de maltraitance grave, ne pas faire intervenir un juge en raison au prétexte que les parents étaient d'accord pour une mesure administrative, ce n'était pas forcément une bonne idée. Donc je crois que sur ce point, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Moi, je suis plutôt satisfaite de voir que le nombre de mesures judiciaires ne baisse pas. Il y a des points sur lesquels c'est beaucoup plus problématique que la loi ne soit pas appliquée. Je pense en particulier à la question du parcours de l'enfant et au fait qu'on n'arrive pas à sortir de l'assistance éducative dans des situations où on devrait en sortir parce que l'assistance éducative ne correspond plus à la situation de l'enfant. Pourquoi on n'arrive pas à mettre en œuvre les dispositifs relatifs à la délégation de l'autorité parentale, à la délégation forcée notamment,
Pourquoi on ne prononce pas de retrait de l'autorité parentale alors même que le juge pénal est obligé de se prononcer sur cette question et qu'il ne le fait pas, même dans des situations dramatiques où l'un des parents a assassiné l'autre, où le parent est condamné pour des faits extrêmement graves à la cour d'assises sur l'enfant et où on ne se prononce pas sur le retrait de l'autorité parentale. J'avoue que la juriste que je suis ne comprend pas pourquoi, depuis des années, on fait évoluer la loi dans le sens du retrait plus facile de l'autorité parentale et qu'il n'est pas prononcé, et qu'on se retrouve avec des situations d'enfants, avec des parents qui ont commis sur eux des actes abominables et qui conservent l'exercice de l'autorité parentale. J'avoue que... C'est la même chose pour la déclaration judiciaire d'abandon qu'on a essayé de réformer en 2016. Alors on y reviendra peut-être tout à l'heure. Sans succès. Alors, j'ai été interpellée tout à l'heure sur les propos d'un intervenant qui disait « Mais pourquoi on ne change pas le Code civil ?» Mais on a essayé de changer le Code civil. Le problème, c'est quand on fait une loi sur la protection de l'enfance, il y a des obstacles mis par la chancellerie, il faut bien le dire, qui fait qu'on n'arrive pas à changer le Code civil. Donc, je peux vous dire qu'on a essayé, mais on n'y est pas arrivé. Voilà. Merci. Merci Madame Goutenoir pour ces paroles aussi très, très directes, très instructives. Marie-Paul Martin-Blaché, vous aussi vous avez une expérience multiple, on ne vous présente plus. Vous êtes médecin de formation, vous avez exercé des responsabilités en département, vous avez été directrice générale du GIP Enfance en danger, vous êtes consultée régulièrement par diverses organisations françaises, européennes en qualité d'experts. Vous êtes directrice de l'école de la protection de l'enfance, je le souligne, et vous êtes à l'origine d'un rapport de consensus sur les besoins fondamentaux de l'enfant, dont vous nous parlerez peut-être dans le deuxième tour de table, et puis surtout demain en atelier, dans l'atelier consacré à ces questions. Parlez-nous, donnez-nous votre avis là sur ce bilan. Alors, merci d'abord de m'avoir sollicité et de me faire réagir à cette enquête que vraiment, moi, je souhaite souligner qu'elle est d'importance parce que d'abord, j'ai envie de dire, de par sa dimension, de par sa représentativité pluridisciplinaire des acteurs qui y ont contribué. Et puis, je pense que quand même, les résultats sont pour nous source d'enseignement et vraiment très riches. Moi, je retiendrai peut-être 5 points sur les résultats de cette enquête qui nous ont été présentés. La première, c'est, je le regrouperai dans un même ensemble. Alors, c'est peut-être aussi parce qu'au-delà de la présentation qui nous a été faite, vous nous avez donné la primeur de pouvoir en prendre connaissance en amont de cette table ronde. Moi, j'avais noté 3 points qui me semblaient faire un trio, qui étaient des interrogations sur la pertinence des évaluations des informations préoccupantes, mais au terme de la conduite de ces évaluations. Donc, effectivement, Édouard Durand l'a évoqué, on aura l'occasion d'en reparler, mais ça pose effectivement la question des outils et des références théoriques et des instruments dont disposent les professionnels pour conduire et accompagner cette évaluation. La deuxième chose, c'est des interrogations aussi sur le contenu véritablement des modes de prise en charge, malgré pour autant la diversification de l'offre et qui avait en son temps été une thématique sur laquelle, avec Madame la défenseure des enfants, nous avions travaillé sur cette question de la diversification de l'offre en amont de la loi de 2007. Donc il y a une diversification de l'offre et pour autant il y a un sentiment que les modalités de contenu de la prise en charge évoluent peu. Et puis un troisième point qui était des interrogations sur l'adéquation de la réponse aux besoins de l'enfant. Donc vous comprendrez que ça me permettra de faire évidemment le lien avec la démarche que nous avons récemment conduite sur la définition des besoins fondamentaux de l'enfant. Et ça me donne envie, si vous me permettez, de lire, de rappeler peut-être l'article 1 de la loi du 14 mars 2016. C'est la modification de l'article 112.3 du Code de l'action sociale et des familles qui nous dit « La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation dans le respect de ses droits. »
Et effectivement, je me permets de faire un aparté sur notre rapport, mais dans le chapitre 2 d'introduction de notre rapport, eh bien, nous avions cette préoccupation d'essayer de faire s'articuler cette question en premier lieu des besoins fondamentaux de l'enfant, de son développement et du respect de ses droits. Comment est-ce que nous pouvons articuler ces trois notions? Et nous étions arrivés à la conclusion qu'in fine, l'intérêt de l'enfant et ses droits étaient au service de la satisfaction des besoins fondamentaux de l'enfant pour garantir son développement. Et c'est peut-être une clé d'ouverture de réflexion qui pourrait nous aider à voir comment est-ce que le dispositif de politique publique de protection de l'enfant et surtout sa mise en pratique pourrait bouger dans son essence. Un quatrième point, c'était, j'ai bien entendu, la question des difficultés partenariats interinstitutionnels, en particulier avec la justice et l'éducation nationale. Et il me semble que là, je serais assez d'accord pour qu'on différencie ce qui est de l'ordre du partenariat interinstitutionnel dans la politique de pilotage territorial départemental en interinstitutionnel, et puis finalement le partenariat dans la prise en charge réelle des situations individuelles des enfants, où je crois qu'il me semble quand même que sur le terrain, il y a une véritable culture aujourd'hui, me semble-t-il, partagée sur le fait que appréhender la situation des enfants, eh bien, nul ne peut en faire le tour en individuel, et que c'est une approche multipartenariale, multidisciplinaire, qui va nécessiter la mise en action effectivement d'un partenariat partagé territorial avec les ressources territoriales. Et effectivement, moi je rejoins assez la remarque de Madame Goutenoy. Parfois, effectivement, c'est peut-être insuffisamment formalisé, mais il me semble que quand même, aujourd'hui, il y a une dimension de ces regards pluriels autour des situations des enfants pour définir ensemble. Alors, moi, je suis assez attachée au PPE, mais pour défendre ensemble la construction d'un projet qui, du fait de la multiplicité des acteurs, nécessite quand même à un moment donné une synergie des acteurs. Et cette synergie des acteurs, me semble-t-il, elle peut trouver sa cohérence dans le projet pour l'enfant. Et le dernier point, puisque je vois que le temps qui m'est imparti est quasi terminé, c'est un point extrêmement important. Moi, j'ai eu l'impression, en lisant cette étude, effectivement, qu'on était un peu dans une période de creux de vague. Et j'avais un peu envie de terminer sur des choses positives. Et en particulier, je le développerai peut-être dans le deuxième temps qui me sera imparti, mais dire que quand même, nous avons aujourd'hui un corpus, même s'il est insuffisant, mais nous avons aujourd'hui quand même un corpus d'études et de recherches, bien sûr ELAP, mais pas que, qui aujourd'hui quand même nous permet de regarder les choses peut-être du côté du verre à moitié plein, plus que du verre à moitié vide, et qui est suffisant pour nous dire que malgré tout, eh bien, cette politique publique et ce dispositif est quand même efficient, et qu'il remplit son rôle et sa fonction pour beaucoup d'enfants qui bénéficient de leur passage dans le dispositif. Merci Marie-Paul de le rappeler, effectivement, et on est tous dans cet esprit aujourd'hui. Geneviève Avenard, défenseur des enfants, vous nous faites l'honneur d'être là. Quel est votre regard aussi sur ce bilan, vous qui défendez les droits des enfants? Alors d'abord, j'ai le privilège d'intervenir en fin de ce premier tour de table. C'est à la fois un privilège et une difficulté. J'espère que je ne ferai pas trop de redites ou de répétitions par rapport à tout ce qui a pu être dit avant moi. Et je voudrais en particulier saluer l'enquête qui nous a été présentée et qui donne la parole aux professionnels de terrain. Je crois que c'est important, même si en soi, quand on regarde les résultats de l'enquête, on se rend compte de la grande prédominance des professionnels de protection de l'enfance dans les répondants, ce qui en soi est un élément de bilan, puisque cela montre tous les progrès qui sont encore à réaliser en termes d'implication de l'ensemble des autres institutions et de l'ensemble des autres acteurs. Alors, bilan demi-teinte, c'est exactement le constat que nous avions fait avec le Défenseur des droits en 2015, quand nous avons adressé notre rapport d'appréciation sur la situation des droits de l'enfant au Comité des droits de l'enfant de l'ONU, dans le cadre de l'examen périodique de la France. Et ce que nous avions pointé,
et on peut le redire donc, de manière générale pour les droits de l'enfant, et c'est la même chose en protection de l'enfance, c'est qu'il existait de nombreux cadres juridiques extrêmement sophistiqués, des plans d'action sectoriels ambitieux, mais qu'en même temps, les droits de l'enfant peinaient à être réellement effectifs et concrets et appliqués sur le terrain, et qu'en fait, les enfants les plus vulnérables étaient ceux qui étaient les plus éloignés de leurs droits. Et dans les enfants les plus vulnérables figuraient les enfants de la protection de l'enfance. Donc globalement, je partage évidemment ce constat, en notant aussi la notion de ressenti, puisque vous avez bien pris la précaution de nous dire qu'il s'agissait du ressenti des professionnels. Ce qui me semble poser une question qui n'a pas encore été évoquée, c'est la question de l'absence d'indicateurs précis, fiables, pertinents, de suivi et d'évaluation sur la durée des programmes et des plans d'action. Et je crois vraiment que c'est un sujet sur lequel nous intervenons régulièrement, sur lequel nous travaillons à l'institution du Défenseur des droits. Et il nous semble que c'est vraiment par ce biais, par la définition d'indicateurs qui soient pas très nombreux. L'idée, c'est pas d'avoir des banques de données. Justement, je crois qu'on en souffre trop de cela. Mais en tout cas, ces indicateurs qui nous permettent de faire la différence et de mesurer les différences entre les droits proclamés et les droits réels. Et je voudrais compléter les éléments de bilan qui ont été présentés par un indicateur, justement. C'est celui du nombre de saisines, de réclamations qui nous parviennent, aux défenseurs des droits, concernant la protection de l'enfance. Depuis 5 ans, la protection de l'enfance est le premier motif de saisine de l'institution au titre des droits de l'enfant. C'est le premier motif de saisine, avec un chiffre important. En 2016, 40% des réclamations qui nous ont été adressées concernent des situations de protection de l'enfance, dont presque 12% concernent des mineurs non accompagnés. Nous les avons identifiés non parce qu'ils ne font pas partie de l'ensemble de la protection de l'enfance, mais pour mieux mesurer leur évolution. Et ce sont ces saisines qui viennent alimenter notre analyse des difficultés persistantes dans le fonctionnement du dispositif de protection de l'enfance, en particulier une difficulté qui ressort et qui émerge de plus en plus, qui est celle de, j'allais dire, l'égalité des chances, c'est-à-dire comment on met en application l'égalité de tous les enfants dans la prise en charge. C'est le principe de non-discrimination qui est indiqué dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc dans les saisines que nous avons bien sûr des saisines individuelles, mais nous avons aussi de plus en plus, et je voudrais le signaler ici, des saisines plus générales qui portent sur le dispositif lui-même, qui portent sur la non-exécution des mesures judiciaires, sur la suppression ou la diminution de l'offre, notamment prévention spécialisée, également sur les espaces de rencontre par enfants, qui évoque aussi la limitation des contrats jeunes majeurs, ça a été largement évoqué tout à l'heure, mais aussi l'engorgement des lieux qui offrent des dépistages, prise en charge et accompagnement à la parentalité, ou des listes d'attente ou des manques de solutions de soins, notamment de soins psychiatriques et de solutions médico-sociales pour les enfants, de l'aide sociale à l'enfance, bien sûr sans parler de l'accueil et de l'accompagnement des mineurs non accompagnés. Ou encore des moyens, de la question des moyens de la PMI, du service social scolaire, l'absence d'administrateurs ad hoc sur certains territoires qui nous est remontée et qui est vraiment préjudiciable à l'intérêt des enfants. Alors, je regarde, j'ai explosé le compteur, là je vois, mais ça ne fait rien. J'ai 3 points que je voudrais évoquer, plus particulièrement, et qui vont compléter les interventions précédentes, sur la question du partenariat, sur lequel, effectivement, les répondants à l'enquête ont une vision plutôt négative, même majoritairement négative. Bon, c'est un sujet sur lequel nous essayons d'avancer, en tout cas de faire valoir une parole depuis plusieurs années. C'est la question du cloisonnement institutionnel, la question des différences de culture et aussi des méconnaissances réciproques entre les différents acteurs qui peuvent intervenir auprès des enfants, et ce qui se traduit par une absence de projet global pour les enfants concernés. Alors, c'est peut-être pas forcément le PPE, mais c'est le projet. Qu'est-ce qu'on a envie de faire pour ces enfants? Qu'est-ce qu'on a envie de leur proposer? Qu'est-ce qu'on a envie de leur offrir? Et c'est vraiment de ça dont il s'agit.
Également, ce cloisonnement entraîne une sorte d'invisibilité des enfants qui sont pris entre des politiques publiques différentes. C'est ce que nous avons montré en 2015 concernant les enfants handicapés relevant de la protection de l'enfance. Et il est clair que les frontières entre les secteurs, plus il y a de frontières entre les secteurs et les domaines de compétences, plus l'action coordonnée et efficiente est entravée. Or, c'est vrai que ce que nous pouvons constater, c'est que l'évolution budgétaire, économique, alliée à une mauvaise compréhension, enfin moi j'appelle ça une mauvaise compréhension, c'est comme ça que je le définis, du rôle de pilotage des départements, de la part des départements, mais aussi par leurs partenaires, parce que les contraintes budgétaires, elles concernent tout le monde, et je citerai la revue générale des politiques publiques également, eh bien, on conduit à une logique, à un repliement sur soi et à une logique que Michel Dinet appelait la logique du terrier et non pas du territoire. Voilà, combien y a-t-il de représentants de l'ARS aujourd'hui dans cette salle des ARS? D'ailleurs, c'est ce qui a fait dire au Comité des droits de l'enfant de l'ONU, réuni donc en janvier 2016 à la France, qu'il lui recommandait d'adopter toutes les mesures nécessaires, je cite, pour améliorer la gestion nationale et locale des politiques de protection de l'enfance en promouvant la communication, les approches transversales et la coordination entre les différents acteurs. J'ajouterai pour ma part l'accompagnement des acteurs. Deuxième point, la question des moyens de la protection de l'enfance. Sur la question des moyens, simplement vous dire qu'il y a des observations générales du Comité des droits de l'enfant de l'ONU qui existent et qui précisent les obligations qui sont les leurs aux États parties, aux États qui se sont engagés à un certain nombre d'obligations en signant la Convention, en la ratifiant. Et dans ces observations générales, il y en a une qui dit le Comité des droits de l'enfant tient à faire observer à de nombreux États que la décentralisation ne décharge en rien le gouvernement de l'État partie de sa responsabilité directe quant à ses obligations envers tous les enfants relevant de sa juridiction, quelle que soit la structure de l'État. Ainsi, il doit s'assurer que les autorités concernées disposent des ressources financières, humaines et autres nécessaires pour s'acquitter effectivement des tâches que nécessite l'application de la Convention. Il me semble important de le redire aujourd'hui. Et puis, je terminerai par les questions qui concernent l'opinion de l'enfant, même si ça a été dit un peu avant moi, et l'intérêt de l'enfant. Bien sûr, j'ai envie de me réjouir que le chiffre, qui est un progrès, que vous ayez noté un progrès concernant le recueil de l'opinion de l'enfant et la prise en compte de son intérêt. Simplement, au regard des saisines que nous recevons, j'avoue que j'ai quelques doutes sur la réalité de cette prise en compte. Qu'elle soit plus présente qu'auparavant, que ce soit une préoccupation effectivement plus présente, ça je n'en doute pas. Par contre, je pense que les moyens, vous n'avez pas forcément les moyens, les méthodes d'évaluation et en particulier de l'intérêt de l'enfant. L'intérêt supérieur de l'enfant, d'après la Convention, qui doit, je rappelle, être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent, n'est pas définie dans la Convention. Donc c'est au cas par cas, dans l'évaluation de chaque situation, qu'il doit être déterminé. Et c'est vrai que c'est d'autant plus important d'objectiver ces aspects que, nous le savons bien, le dispositif de protection de l'enfance est traversé régulièrement par des idéologies. Pierrine Robin parle de croyances, et donc c'est important d'objectiver à partir d'une évaluation, et d'une évaluation en particulier des besoins de l'enfant. Par exemple, quand on laisse un enfant à l'hôpital pendant 2 ans car on ne trouve pas de solution pour lui à la sortie, quand on interrompt le suivi en CMPP, ou on le suspend en tout cas pour favoriser l'installation d'un placement, notamment chez une famille d'accueil, quand on exclut un enfant d'une structure médico-sociale pour trouble du comportement sans prévoir ou discuter son retour, quand un enfant est orienté vers des études courtes, quand le week-end et les vacances scolaires, l'enfant handicapé quitte l'établissement médico-social pour aller dans un foyer, notamment un foyer de l'enfance qui n'a pas forcément le plateau technique nécessaire pour l'accueillir. J'en ai encore plein à vous dire. Voilà. Merci Madame Avenard, et les exemples concrets sont toujours effectivement très, très éclairants. Je ne vous ai pas coupé, vous étiez un
petit peu plus longue que les autres parce que je n'en disais rien, j'espérais qu'il arrive. Nous devions avoir Maître Costantino à vos côtés et nous essayons de le joindre. Nous ne savons pas où il est, s'il est en retard ou s'il a eu un pépin. Voilà, mais normalement il aurait dû être là. On va donc poursuivre. Jean-Louis, tu voulais... Non, mais c'est intéressant. Monsieur Durand disait le bateau coule, mais heureusement, on est là et on essaye d'avancer. Et puis, Geneviève nous décrivait quand même la réalité de ce qu'elle voit, et qui est effectivement une réalité inquiétante. Et puis il y avait Marie-Paul Martin-Blachier qui disait « Oui, mais quand même, c'est pas si mal. » Mais je crois que tout le monde a raison. Le problème, c'est non pas tant la protection de l'enfance. Moi, je me permets d'insister là-dessus parce que je pense que ça pourrait être une des grandes conclusions de cette 10e édition. C'est la société autour qui doit être aujourd'hui plus disponible pour satisfaire les aspirations des enfants et de la jeunesse, et de toute la jeunesse. Et elle ne l'est pas. Oui, on poursuit. Alors justement, à tour de rôle, Mme Mével-Lener, pareil, je vous pose la même question à tous. Parlons un peu de perspective. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Sur quel levier s'appuyer pour progresser davantage? Que peut-on attendre de la loi du 14 mars 2016? On n'en a pas beaucoup parlé. Voilà, à vous de nous dire, nous donner un peu de perspective. Brigitte. En 5 minutes, ça va être court, donc je vais forcément faire de la sélection. Vous êtes complémentaire. Déjà, ce que je ne vais pas aborder, c'est effectivement toutes les questions de pratique, de formation, etc. C'est bien évidemment des éléments importants pour continuer à évoluer, mais je suis assez d'accord avec mon voisin. On écope tous les jours, on écope dans l'ensemble plutôt pas mal. Et certes, il y a des situations catastrophiques, comme Mme Mavenard vient de nous les citer, mais il y en a aussi tellement qui fonctionnent quand même plutôt pas si mal qu'il ne faut pas qu'on fasse du catastrophisme. Cela dit, je vais aller plutôt sur d'autres champs qui me paraissent tout à fait importants. La gouvernance et les partenariats. Sur le champ de la gouvernance, alors c'est un vocable qui est devenu très très à la mode, mais tout de même, il a son importance. Je pense qu'au niveau autant national que local, si nous voulons pouvoir continuer à progresser et à mettre en œuvre la loi de 2016, qui est extrêmement riche, qui a clarifié celle de 2007, qui apporte énormément d'éléments que personnellement je trouve très intéressants et une loi qui a quand même été construite avec des apports très très larges, une consultation très large, et ça je crois qu'il faut le saluer. En termes de gouvernance sur le plan national, déjà, Madame Buzyn vient de nous spécifier qu'elle était bien ministre de l'enfance et de la famille. Ça fait plaisir à entendre, puisque je crois que beaucoup d'entre nous, on a quand même été un petit peu inquiets de ne plus entreapercevoir dans le nouveau gouvernement ce terme réapparaître sous une forme ou sous une autre. Donc tant mieux, et ces propos sont effectivement porteurs d'espoir. Le Conseil national de la protection de l'enfance, cette instance qui a été mise en place, elle me paraît tout à fait indispensable pour continuer à travailler de façon très participative comme a été mené ce travail autour de la loi. Et je crois que vraiment, c'est une instance qui peut être très prometteuse et nous aider à continuer à avancer. Au niveau plus local, dans les départements, le portage de la politique de protection de l'enfance est quelque chose de très important. J'ai la chance dans mon département d'avoir eu des vice-présidents impliqués et Dieu seul sait que c'est porteur et que ça aide à avancer. Mais je ne suis pas sûre à entendre mes collègues que ce soit le cas partout et la protection de l'enfance n'est pas encore complètement sortie de son angle mort des politiques publiques. Il y a sûrement là à avancer, mais ce n'est pas que l'affaire des politiques, je pense que c'est aussi l'affaire de tout à chacun. On a tendance à penser que la protection de l'enfance, c'est quelque chose d'à part, de spécial, c'est vécu à l'extérieur comme très confidentiel. Communiquons sur ce que nous faisons si nous voulons que nos élus le portent. Tant qu'on ne lèvera pas certains voiles qui opacifient un peu les choses, ce sera difficile, me semble-t-il.
parlais tout de suite de l'État. Je crois que l'État, oui, il a une place à prendre aussi quand on parle des mineurs non accompagnés, en tous les cas, sur la question du financement dans le contexte actuel, au moins de la période d'évaluation, mais je ne m'étends pas. Je m'éloigne un peu de la gouvernance elle-même. Au niveau local, certes, il y a les élus, mais il y a aussi tous les professionnels, les cadres. 2 points qui me paraissent tout à fait primordiaux. Valoriser cette fonction des responsables qui, quel que soit le nom qu'on leur donne, en protection de l'enfance, que ce soit en milieu ouvert ou pour les mineurs confiés, tous ces cadres qui prennent au quotidien des responsabilités, qui prennent des risques et qui ont une fonction énorme qui n'est pas suffisamment portée, qui n'est pas suffisamment valorisée. Et ça, je pense que c'est vraiment un point extrêmement important à continuer à porter. Au-delà de ça, le pilotage de la protection de l'enfance dans les départements, affaire des élus bien évidemment au niveau des politiques, c'est stratégique, affaire aussi des directions de l'enfance ou autres directions qui portent ces politiques-là. Faisons passer le message toujours très fort que cette politique n'est pas une politique sociale comme les autres. Elle requiert certes de la stratégie, du management et des compétences en la matière. Elle requiert aussi une certaine expertise. Il serait dommageable qu'un certain mouvement qu'on voit poindre transforme trop, et c'est absolument pas péjoratif dans ma bouche, trop ces fonctions d'encadrement et de direction en fonctions très administratives, et on perd beaucoup, me semble-t-il, en expertise. En tous les cas, c'est un risque, et je pense que là, il faut faire attention. Sur les partenariats, j'en dirai juste un mot parce que j'ai dépassé mon temps, comme tous les copains. Le partenariat, je pense qu'il est essentiel qu'on ne le conçoive pas uniquement entre nous, acteurs de la protection de l'enfance, mais aussi, parce qu'ils sont aussi acteurs de la protection de l'enfance, avec les familles et les jeunes. Et autant dans la prise en compte des situations individuelles que dans le développement des politiques, écoutons-les, travaillons avec eux et élaborons avec eux des propositions. C'est possible, on a pu le faire dans le département avec les ateliers haut-parleurs, d'autres le font de cette façon ou d'autres façons ailleurs. Essayons de généraliser cette pratique, je pense que nous avons tous à y gagner parce que c'est très riche pour tous. Et les ODPE ont aussi dans cette construction-là une place à prendre, mais une réelle place à prendre dans le champ de leur mission et de leurs compétences, sur les avis qu'ils ont à donner sur les politiques menées de protection de l'enfance, avis par définition de l'ODPE lui-même, qui ne va être pluri-institutionnel, pluri-partenarial. Et cette place-là, il faut vraiment que les ODPE, me semble-t-il, la prennent. Tout à l'heure, je parlais des associations. Là aussi, je crois qu'on a un réel pari à faire. La protection de l'enfance, elle est mise en œuvre en partie, pas que, mais en partie aussi par ces acteurs associatifs. Et le partenariat, la coordination sont vraiment essentiels avec eux. Et je pense que travailler, je ne sais plus qui, en début l'un de vous a parlé de confiance. La confiance, elle amène la transparence, et la transparence permet chacun à sa place, et sans perdre chacun son rôle et son action, de se dire les choses et d'avancer. Et dans ce cadre-là, les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens me semblent, à l'expérience en tous les cas, quelque chose un moyen tout à fait intéressant pour pouvoir avancer dans ce sens-là. Juste pour rebondir sur ce que disait Madame Afnar sur le handicap, nous avons là, je crois, une grande porte ouverte dans les programmes qui sont mis en place aujourd'hui sur le handicap, le zéro sans solution, la réponse accompagnée pour tous, qui concernent aussi les mineurs confiés, ou non confiés d'ailleurs, mais qui ont une problématique de handicap, quelle qu'elle soit. Et je crois qu'il faut vraiment que nous nous rapprochions, là c'est une évolution tout à fait
intéressante si tout le monde veut bien jouer le jeu, que nous nous rapprochions et des maisons des personnes handicapées et des ARS pour participer à ce mouvement qui est en marche là, et où on parle aussi beaucoup de projets, on parle beaucoup de parcours, projets de vie, parcours. Nous avons les mêmes objectifs dans le fond, au moins pour ces enfants-là pour lesquels on a énormément tous de difficultés dans tous les départements. Je crois que là, on a une piste très positive qu'il faut saisir. Il y en aurait bien d'autres, mais je m'arrête là. Merci. On vous écouterait plus longuement, mais le timing est serré. C'est vrai qu'on a du mal à vous couper, mais on doit avancer. Je demande aux intervenants suivants d'être disciplinés, 5 minutes, pour nous tracer quelques perspectives. Monsieur Durand, à vous. Au risque du coup de prendre plus de temps, je ne suis pas pessimiste, Monsieur Sanchez. Non, je voulais faire preuve d'empathie et rejoindre l'angoisse identitaire qui était exprimée dans ces ressentis. Et je faisais référence, je ne sais plus si je l'ai dit d'ailleurs, je suis plein d'espérance, à un magnifique texte de Gustave Thibon que je vous recommande de lire sur cette nécessité du mouvement humain d'écoper sans cesse, ça n'est jamais fini. Alors, la loi de 2016 et puis quelques leviers d'action. Le premier que je voudrais souligner, mais c'est toujours une répétition, c'est sur les besoins fondamentaux des enfants et tout particulièrement sur le besoin de sécurité. Parce que la loi de 2016 nous oblige à nous référer aux besoins fondamentaux des enfants, c'est notre mission, et la démarche de consensus précise cette ambition de la loi de 2016. Et je crois qu'un des outils que nous devons avoir dans notre boîte à outils, c'est la clinique de l'attachement. Il y a ça nous aide beaucoup à la démarche de consensus. On a fait de la sécurité un méta-besoin, celui qui englobe et qui détermine la satisfaction de tous les autres. Et c'est la question des parcours, mais c'est aussi la question des liens pendant les mesures éducatives. Et encore en amont, c'est la question de la réponse aux besoins de sécurité dont l'enfant a besoin pour développer sa personnalité. Et ça, je crois que c'est vraiment extrêmement important de se référer à ça. Parfois, j'ai l'impression que le curseur pour moi dans les décisions que je prends, c'est de savoir jusqu'à quel point je peux travailler avec les parents. Ce que nous dit la loi, c'est que ce raisonnement n'est plus le bon et ne doit pas être le bon. La question est de savoir si l'enfant est en sécurité et s'il a des figures sécurisantes autour de lui. Et une fois que nous les avons déterminées, nous devons lui permettre de les conserver. La deuxième chose que je voudrais dire, levier d'action, je crois que c'est dans l'introduction, c'est la ministre, Madame Buzyn, qui en a parlé dans le message qu'elle nous a adressé. À plusieurs reprises, elle a fait référence au plan violence faite aux enfants qui a été créé par Madame Rossignol. Et Madame Rossignol qui a fait un travail merveilleux pendant les années qui viennent de s'écouler, d'ailleurs je tiens à le dire. Et Laurence Rossignol disait qu'elle, pour créer le plan violence faite aux enfants, qu'elle s'est inspirée des plans violence faite aux femmes. Et je voudrais en parler aussi, ces deux leviers d'action qui sont très forts pour nous en protection de l'enfance, qui est la protection contre les violences, qui sont les violences faites directement aux enfants et les violences conjugales dont les enfants sont extrêmement traumatisés aussi. Alors je vous renvoie à la lecture du plan violence faite aux enfants sur le repérage et sur la protection des enfants victimes. Mais j'ajoute autre chose qui me paraît déterminant aussi, une fois qu'on a décidé de prendre à bras le corps la question de la violence, c'est la question de la prise en charge du psychotrauma. Parce que dès lors que nous extrayons l'enfant d'un contexte violent, il faut être sûr que nous lui donnons la possibilité de recevoir des soins adaptés de nature, en psychotraumatologie. Je suis que juge, je ne suis pas pédopsychiatre. Mais j'insiste vraiment sur ce point-là. Tant qu'on n'a pas fait ce travail, on n'a pas encore protégé totalement. Encore 2 points. Le troisième point, c'est la formation. Alors, les magistrats sont formés.
Monsieur Sanchez, vous l'avez dit, j'ai d'ailleurs eu l'honneur de participer à ces formations pendant plusieurs années à l'École nationale de la magistrature. Bien sûr que la formation est un levier d'action absolument déterminant, parce qu'une chaîne ne vaut que ce que vaut le maillon le plus faible de la chaîne. Et donc l'enjeu est non seulement celui de la formation, mais aussi celui d'une formation cohérente entre les différents professionnels, et enfin une formation qui monte au même niveau en même temps pour les différents professionnels. Et c'est bien là, en effet, qu'il y a une question politique dans la formation, c'est-à-dire un choix qui nous engage tous, qui est, bien sûr, on fait de la formation initiale et de la formation continue, mais on s'engage sur le contenu qui dit quelque chose de notre ambition collective sur la façon de protéger les enfants. Et le dernier point que je voudrais dire, Mme Goutenoir en a parlé sur le retrait d'autorité parentale, c'est aussi quelque chose qui m'est cher, sur finalement ce que j'appelle 4 registres de la parenté et que nous avons tendance à confondre souvent dans nos missions de protection de l'enfance et de manière générale dans notre façon de travailler avec la famille. Je crois qu'on pourrait dire qu'il y a 4 registres différents de la parenté: la filiation, l'autorité parentale, le lien et la rencontre. Et souvent nous pensons que quand il y a le premier, la filiation, il faut qu'il y ait les 3 autres. Mais ce sont des registres différents de la vie en famille. Il peut y avoir la filiation sans qu'il y ait l'autorité parentale. Il peut y avoir le lien sans qu'il y ait la rencontre. Parce que parfois, comme nous l'avait dit le docteur Jean-Louis Nouvel pendant la démarche de consensus, la rencontre peut attaquer le lien. Et quand nous confondons ces 4 registres, nous mettons aussi l'enfant dans la confusion. En les différenciant, nous commençons de mieux le protéger. Merci. Avant de vous passer la parole, Madame Goutenoir, juste une précision. Le rapport sur les besoins fondamentaux de Madame Marie-Paule Martin-Blachet est dans le sac qu'on vous a distribué. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le signale, il a été remis à tous les participants. Madame Goutenoir, à vous. Merci. Je voudrais d'abord dire que je souscris totalement à ce que vient de dire Monsieur Durand. Donc je ne vais pas reprendre ce qui a été dit auparavant, donc je ne vais pas reprendre les différents points qui ont déjà été traités. Je crois qu'il y a plusieurs leviers possibles. Du point de vue méthodologique, d'abord, je crois qu'il faut travailler sur les points de blocage. Il y a un certain nombre de points qui bloquent, sur lesquels on n'arrive pas à avancer, qu'il faut identifier, sur lequel il faut essayer de comprendre pourquoi on n'avance pas. Je vais en citer quelques-uns. Les mineurs en mal de... Enfin, ce que nous, on a appelé les mineurs en mal de protection. On a parlé parfois d'incasables. Sur ce point, on a fait des rapports et des rapports et des rapports. On n'arrive pas à avancer. Je crois que la question des MNA est aussi une question sur laquelle on bloque et qui risque de faire imploser ou exploser le dispositif. Donc là aussi, il faut qu'on trouve des solutions adaptées. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on travaille aussi sur la sortie de l'assistance éducative dans les hypothèses, et il y en a, il faut savoir le reconnaître, où le lien avec les parents doit être relâché, voire rompu. Donc comment est-ce qu'on peut travailler sur cette question ? Je pense qu'il faut faire un travail avec ceux qui sont, à mon avis, les grands absents du débat autour de la loi sur la protection de l'enfance, c'est-à-dire les JAF, qui n'ont pas été associés, et qui sont pourtant des acteurs fondamentaux, puisque c'est eux qui prononcent les délégations d'autorité parentale, c'est eux qui maintiennent des droits de visite dans des hypothèses de violence conjugale, en considérant que le père n'a pas battu ses enfants, mais seulement sa femme. Pas tous, hein, mais il y en a encore. Donc je crois qu'il faut travailler sur ces blocages. Il faut ensuite, à mon avis, faire très attention de conserver nos acquis, parce qu'il y a des acquis qui reculent. Je l'ai constaté dans mon département grâce à l'ODPE, qui effectivement donne des avis, mais ce serait bien aussi qu'on les écoute, les avis de l'ODPE, au niveau national notamment, parce qu'on a parfois l'impression de crier un peu dans le vide. Attention à ne pas reculer. Sur des points qui concernent par exemple la prévention, on a baissé le nombre d'entretiens prénatals précoces. Sont en baisse également les bilans des 3-4 ans, faute de médecins PMI.
Les CRIP vont mal, je crois qu'il faut dire. Oui, les CRIP sont désormais reconnues, mais en tout cas dans certains départements, dont le mien, elles vont mal et pourtant on leur donne des moyens. Je pense que c'est parce qu'il faut prendre particulièrement soin des professionnels qui y travaillent, de la pénibilité de leur travail, d'essayer de mieux les soutenir, de mieux les former, de mieux les accompagner, parce qu'ils font un travail extrêmement difficile. Ce n'est pas un travail comme les autres, d'être travailleur social à la CRIP ou ailleurs. Ce n'est pas parce que je suis là que je dis ça, hein, mais parce que je pense qu'il faut reconnaître que ce sont des professionnels qui sont particulièrement touchés dans leur vie de tous les jours et qu'il faut les accompagner. Donc il ne faut pas reculer. Et puis il faut essayer de mettre en place les nouveautés que la loi de 2007 propose. Je suis un peu inquiète dans le contexte pour le médecin référent, pour la commission d'examen des situations et des statuts, parce que ce sont sans doute des bonnes idées, parce que ce sont sans doute des moyens d'avancer encore. Mais je ne suis pas certaine qu'à l'heure actuelle, on ait les moyens humains et les moyens... je ne suis pas sûre que ce soit des priorités, parce qu'il y a des priorités, je l'ai dit en début d'intervention, des priorités qui sont tellement... sur lesquelles on bloque tellement et qui sont tellement difficiles à affronter. Je ne suis pas sûre que les autres, c'est-à-dire celles qui sont faites pour faire évoluer les choses, soient des priorités. Je crois qu'il y a certains points de la loi 2016 qu'il faudrait vite modifier. Je me dis qu'il faudrait profiter de l'euphorie générale peut-être pour le proposer à nos politiques. Je vais prendre un exemple, on a parlé tout à l'heure des bénévoles. Il y a dans tous les départements des bénévoles, des personnes qui sont prêtes à parrainer des enfants de la protection de l'enfance et notamment des mineurs non accompagnés. Sauf qu'on se retourne vers le juriste en disant on n'a pas de fondement. Alors on se dit mais si, on a le tiers bénévole, le nouveau tiers bénévole administratif. Le problème c'est que la loi, pour des raisons qu'on ignore, l'a écarté dans le cadre de l'assistance éducative. Ce qui veut dire qu'en fait, il ne sert pas à grand-chose parce que pour avoir accès à ce tiers bénévole administratif, il faut qu'on soit dans une autre structure. Ce qui paraît quand même un peu problématique, voire très contrariant, parce que c'est justement dans le cadre de l'assistance éducative qu'il faudrait l'utiliser. Et donc, c'est une toute petite chose qu'il faudrait modifier, qui ne demanderait pas grand... Enfin, il faudrait une loi quand même, hein, parce que pour modifier une loi, il faut une loi. Et donc, il faudrait juste enlever cette phrase qui dit qu'on ne peut pas utiliser le tiers administratif bénévole dans l'assistance éducative. J'aurais plein d'autres propositions, mais je pense que mon temps est écoulé. Mais je crois qu'il faut surtout essayer de maintenir nos acquis et de maintenir l'effectivité des structures qui ont été mises en place en 2007 et de leur donner les moyens pour qu'elles conservent leur efficacité. Marie-Paul, à vous. Alors, moi, je vous ferai peut-être 3 propositions, un peu génériques, on va dire, mais pas complètement. La première, c'est il faut qu'on continue à constituer un corpus d'études et de recherche pour développer les connaissances dans ce champ, pour appréhender l'impact et l'évaluation de cette politique publique, l'impact et l'évaluation des actions qui sont conduites et l'impact de ces actions sur le devenir de l'enfant, sur sa construction. Quand je regardais un peu dans mes documents de référence, on a déjà depuis les années 90, en tout cas, si je remonte jusque-là, un corpus d'études et de recherches. Je pense aux travaux de Corbillon sur la reproduction transgénérationnelle, qui est sans doute une thématique qu'il faudrait reprendre, mais qui, à l'époque, en 90, en s'appuyant sur des travaux d'études à partir de dossiers, finalement, s'aperçoit que la reproduction transgénérationnelle sur 3 générations, ça n'est que 6%. Alors, je ne sais pas ce qu'elle serait aujourd'hui, mais c'est vrai que quand on est à l'entrée de la porte du système, on ne voit rentrer que tout ce qui revient dans le système et on ne voit pas évidemment les situations des mineurs et des familles qui vont pouvoir se construire à l'extérieur du dispositif de protection de l'enfance et qui, semble-t-il, serait quand même très majoritaire par rapport au public qui est pris en charge. Les travaux d'études sur... j'ai retrouvé la méta-analyse qu'avait fait Annick Camille Dumas
démarré avec Isabelle Fréchon en particulier sur 50 ans d'études et de recherche sur le devenir à l'âge adulte. Enfin, je veux dire que on a des outils, on a des études, on a des recherches, mais évidemment, il faut les actualiser à l'aune du dispositif d'aujourd'hui, à l'aune des pratiques aujourd'hui. Et effectivement, en particulier, le devenir, les études sur le devenir à l'âge adulte des anciens jeunes passés par le dispositif de politique publique de protection de l'enfance, évidemment, peut nous éclairer sur l'amélioration du dispositif et peut aussi nous éclairer sur les pratiques, sur les actions, sur les outils, sur ce qui marche, sur ce qui marche bien, ceci qui marche moins bien, et éclairer nos pratiques. Donc, effectivement, je pense que vraiment ce soutien aux études, aux recherches et à la constitution d'un vrai corpus solide de travaux d'évaluation sur le dispositif est essentiel. Le deuxième point, ça a été un peu évoqué dans l'enquête, et vous l'avez aussi évoqué, c'est la question de investir dans la prévenance et la prévention. Nous avons aujourd'hui des études macroéconomiques sur la question du retour sur investissement, des études qui sont majoritairement anglo-saxonnes, mais qui disent quand même que $1 dans la prévention, c'est 6 ou 8 $ de retour sur investissement dans le champ de l'exclusion sociale, de la protection de l'enfance et éventuellement du monde judiciaire. Donc je pense que là aussi, nous aurions un intérêt à se pencher sur cette question de l'appréhension du retour sur investissement des politiques de prévention. Et d'autre part, nous savons aussi par certains travaux que plus l'intervention de prévention est précoce, plus elle est intensive, plus son bénéfice secondaire à court terme, à moyen terme et à long terme dans la trajectoire de l'enfant et dans son devenir sera efficace. Donc il me semble qu'effectivement, il ne faut pas abandonner le champ de la prévenance et de la prévention, mais il faut le consolider, aussi en essayant d'avoir des outils qui permettent de rendre visibles, lisibles, traçables les actions conduites, les programmes qui sont engagés et les résultats obtenus. Et le troisième axe, et je m'en tiendrai là, mais je rebondis un peu sur effectivement ce qu'a pu dire Édouard Durand, c'est la question de la formation initiale, la formation continue, la formation interinstitutionnelle. Il faut effectivement des corpus de formation qui mettent autour de la table les acteurs des différentes disciplines et des différents champs qui œuvrent autour de l'enfant pour que se construise une culture commune partagée, des références partagées et effectivement, bien évidemment, je défendrai des référentiels de pratiques professionnelles, mais je ne rentre pas dans le détail, je vous renvoie à la lecture du rapport que vous avez dans vos mallettes et vous dire que nous avons même été jusqu'à dire qu'il convenait qu'il y ait aussi, et je le rejoins là-dessus, il faut aussi, et ça a été dit par Damien Muliez, il me semble tout à l'heure, travailler dans le champ de la protection de l'enfance, être un cadre en charge de prise de décision qui vont impacter le devenir des enfants et le devenir de leur famille. Ce sont des responsabilités qui justifient de bénéficier d'une formation qualifiée spécialisée. Et donc, effectivement, nous avons dans ce rapport souligné toute l'importance de ces formations qualifiantes pour les professionnels en charge de prise de décision des trajectoires et du devenir des enfants. Et enfin, je dirais que nous avons même souligné l'intérêt qu'il pouvait y avoir alors à sensibiliser ou former, on choisira pour la diplomatie, mais effectivement aussi les élus des collectivités territoriales en charge de cette politique publique. On a parlé tout à l'heure de l'importance du portage politique et de la responsabilité des collectivités territoriales départementales dans l'orientation des politiques territoriales. Il nous semble que là aussi, les enjeux de cette politique publique justifieraient et plaideraient pour que les élus en charge de cette politique publique puissent s'acculturer à cette politique publique particulière qui n'est pas une politique publique sociale ordinaire puisqu'elle impacte l'espace privé des familles et le devenir des enfants et de leurs familles. Madame la défenseure des enfants, c'est vous qui terminez cette table ronde. Alors évidemment, je partage beaucoup des constats, des observations et des propositions qui ont été faites avant moi, mais ça ne vous étonnera pas si
je souhaite souligner ici l'importance d'avoir une approche par les droits fondamentaux, par les droits de l'enfant en particulier, qui me paraissent un levier essentiel en protection de l'enfance. Et tous les exemples que j'ai pris tout à l'heure, volontairement, montrent l'existence de dénis de droits importants pour les enfants de l'aide sociale à l'enfance, qui les placent, je parlais de non-discrimination, de discrimination, dans une situation de ne pas avoir les mêmes chances, la même égalité de chances que d'autres enfants, selon le territoire et l'endroit où ils se trouvent. Alors, d'une manière générale, vous savez que la dernière définition du travail social indique que le travail social vise à permettre l'accès des personnes à l'ensemble des droits fondamentaux. S'agissant des enfants en protection de l'enfance, vraiment, je voudrais insister sur la question de la connaissance de la Convention internationale des droits de l'enfant et des droits de l'enfant. Nous sommes dans un pays dans lequel, presque 30 ans bientôt après l'adoption et la ratification de la Convention, nous constatons une méconnaissance persistante de la Convention. Alors, tout public, et c'est ce que montre l'étude Accès au droit qui figure aussi dans votre petit dossier qui vous a été remis et qui montre une méconnaissance de cette question. Mais c'est aussi, et c'est d'autant plus important pour les professionnels que vous êtes, et surtout la compréhension de ce qu'est, de ce que voulait et ce que veut et ce que pose cette Convention internationale des droits de l'enfant, la bonne compréhension de ces objectifs qui est en cause. Et il est vrai que vous avez évoqué l'un et l'autre la formation des professionnels. La Convention internationale des droits de l'enfant, les droits de l'enfant sont très très peu enseignés dans les différents cursus professionnels, quels que soient les secteurs. Et simplement, en deux mots, rappeler que les droits, selon la Convention, les droits et les besoins fondamentaux sont interdépendants. Je pense que ça, c'est important puisque il n'y a pas les droits d'un côté, les besoins fondamentaux de l'autre. Il y a une interdépendance des droits fondamentaux et des besoins fondamentaux. La finalité de la Convention étant d'assurer, de garantir le développement global de l'enfant sur tous les plans, et ainsi que son bien-être. Le terme de bien-être et le terme de développement figurant dans un grand nombre de dispositions de la Convention, et en particulier dans les cadres principes généraux et transversaux qui y figurent. Et le bien-être est défini par le Comité des droits de l'enfant, a été défini par le Comité des droits de l'enfant comme la satisfaction de ses besoins matériels, physiques, éducatifs et affectifs, ainsi que de ses besoins d'affection et de sécurité. Et on retrouve tout ce que vous avez pu dire les uns et les autres tout à l'heure. Par exemple, je prends un exemple qui peut paraître marginal, mais qui est celui du droit au loisir, aux activités récréatives, dont il est dit qu'il doit favoriser la créativité, l'imagination, la confiance en soi, le sentiment d'être à la hauteur, la force et les compétences physiques, sociales, cognitives et émotionnelles. Ça, c'est un vrai projet pour les enfants. Or, c'est vrai que et la Convention aussi reconnaît aux enfants en plus grande vulnérabilité, dont les enfants en protection de l'enfance, un certain nombre de droits, même si les droits fondamentaux sont universels, de droits spécifiques liés à leur situation de vulnérabilité, tels que le droit à une évaluation régulière sur leur situation, à être accueillis dans des structures qui répondent à des normes minimales de fonctionnement et disposent de personnel formé, le droit à entretenir des relations avec ses parents en cas de séparation, etc. etc. C'est autant d'exemples pour vous montrer combien il est important que cette Convention soit mieux connue, que l'approche par les droits et l'intérêt supérieur de l'enfant permet véritablement de faire avancer, selon moi, le dispositif de protection de l'enfant. C'est un vrai levier. Et vous avez évoqué la question de la formation. C'est un sujet sur lequel nous revenons régulièrement. Vous avez oublié dans les élus aussi associatifs. Il est important aussi qu'à tous les niveaux, et pas seulement les professionnels, puissent être formés à la question des droits, l'inclure dans les projets associatifs, l'inclure dans les projets de services et d'établissement, l'inclure dans les schémas départementaux qu'on évoquait tout à l'heure. Et parmi ces droits, il y a un droit sur lequel je voudrais particulièrement insister ici devant vous tous, c'est le droit à exprimer librement son opinion, qui est reconnu et consacré par la Convention, et surtout que cette opinion soit prise en considération, qu'elle soit prise au sérieux dans toute décision qui vont concerner cet enfant. Ça, c'est vraiment un point que je voulais, un levier que je voulais évoquer auprès de vous.
en vous invitant à nous saisir des situations concrètes dans lesquelles les droits de l'enfant vous semblent ne pas être respectés. La loi du 9 décembre 2016 a modifié l'article 20 de la loi organique qui crée le défenseur des droits. Et désormais, les personnes qui saisissent le défenseur des droits ne peuvent faire l'objet de représailles au plan pénal, mais aussi au plan disciplinaire. Et donc ça, je voulais vous le dire parce que c'est un de vos collègues, Laurent Puech, qui avait défendu cette idée et nous avons pu la faire passer donc, à l'occasion du vote de cette loi. J'ajoute que cette même loi de décembre 2016, dite loi Sapin 2, confie aux défenseurs des droits une nouvelle mission, outre ces 4 missions originelles. Et cette nouvelle mission, c'est celle de la protection, l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte. Voilà, vous dire que vraiment, je compte sur vous pour nous saisir sur toutes ces questions et sur toutes ces problématiques. Jean-Louis, tu voulais poser une question à Madame Avenard? Ouais, je voulais lui poser une question parce que Geneviève a beaucoup insisté, avec juste raison, sur l'importance de l'évolution du droit et du respect du droit. Mais je voulais te poser une question. Pourquoi, lorsque tu étais directrice de la protection de l'enfance dans un département, tu as insisté pour faire dans ton département un colloque sur protection de l'enfance et fraternité? Mais parce que, enfin, je veux dire, on se retrouve quand je parle des droits, je parle de l'intérêt supérieur de l'enfant, je parle effectivement du vivre ensemble, je parle des relations, des valeurs qui nous portent. Et quand on parle des droits fondamentaux, je parle aussi des droits de l'homme. Et dans les droits de l'homme, il y a la fraternité, la solidarité, la compréhension entre tous les peuples, la tolérance, etc. Du coup, je n'étais pas très éloignée, même si à l'époque, je dois le reconnaître, ici, devant toute cette auditoire, je n'étais pas aussi, évidemment, directement concernée. Je ne me sentais pas aussi directement concernée par tous ces droits. Donc, c'est un apprentissage et je vous invite à le faire. Et puis, je voulais dire, j'en profite parce que j'ai le micro, dire que je ne suis pas pessimiste. Je ne suis pas pessimiste. Et je crois que quand on est acteur de la protection de l'enfance, on ne peut pas être pessimiste, ou on peut avoir des bas ou des moments difficiles, mais on ne peut pas l'être parce les enfants sont là pour nous inspirer. Simplement, je suis impatiente. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je suis impatiente. Très bien. Je tiens à vous remercier chaleureusement parce que non seulement on a pu préciser les éléments de bilan, mais en plus tracer des perspectives avec des propositions qui alimenteront, je l'espère, les ateliers de demain matin, mais également la table ronde demain après-midi sur les priorités à adresser aux politiques. Et vous en avez énuméré quelques-unes de très intéressantes. Voilà, donc mille merci et tout ça en respect. Take care of the one you